Bonjour à tous, bienvenue à notre cours de ce matin. Dans la suite des chapitres du thème 2, organes et fonctions de nutrition, nous allons aborder le chapitre 5 qui est l'appareil respiratoire, la respiration et hygiène. Dans ce chapitre, nous allons aborder tout premièrement l'anatomie de l'appareil respiratoire, ensuite voir la physiologie de l'appareil respiratoire et enfin terminer avec l'hygiène et quelques accidents de l'appareil respiratoire. En ce qui concerne la première partie, l'anatomie de l'appareil respiratoire, il faut dire que l'appareil respiratoire est constitué des voies respiratoires et des poumons. En première position, nous allons voir les voies respiratoires. Il faut dire qu'au niveau des voies respiratoires, nous allons distinguer les éléments suivants, bien sûr, de l'extérieur vers l'intérieur. Tout d'abord, on peut citer en première position les fosses nasales, qui s'ouvrent à l'extérieur par les narines. Le deuxième élément de ces voies respiratoires, c'est le pharynx, qui est un carrefour entre la voie respiratoire et les voies digestives. Le troisième élément, en ce qui concerne les voies respiratoires, nous avons les larynx, c'est l'organe de la phonation, c'est-à-dire la sortie du son. Ensuite, il y a la trachée artère. C'est une structure longue d'environ 12 à 15 cm et est maintenue ouverte par des demi-anneaux de cartilage. Il faut dire que la trachée artère se divise en deux branches qui pénètrent chacune dans les poumons. Les deux branches pénètrent dans les poumons chacun, en ce qui concerne chacun dans un poumon. Chaque branche se subdivise, si vous voulez, en bronchioles. Et ces bronchioles coiffées par des lobules pulmonaires. L'intérieur des voies respiratoires, c'est-à-dire les fosses nasales, la trachée artère et les branches, tapissées, ça veut dire l'intérieur de ces voies respiratoires est tapissé par des cils. Ces cils jouent un rôle de filtration de l'air. Cela permet d'arrêter la poussière et les germes microbiens. Et ces voies respiratoires sécrètent également du mucus. Ce mucus a pour rôle d'humidifier les voies respiratoires et ce mucus également joue un rôle de barrière contre les microbes. Le deuxième élément de l'appareil respiratoire que nous allons aborder est les poumons. Il faut dire que chez l'homme, ils sont au nombre de 2 et situés au-dessus du diaphragme et dans la cage thoracique. À l'intérieur des poumons, vous avez les branches qui se divisent en bronchioles qui se terminent par des petits sacs appelés vésicules pulmonaires. On dénombre environ 4 millions de vésicules pulmonaires qui, étalées, donneraient une surface d'environ 200 mètres carrés. Donc vraiment énorme, 200 mètres carrés, ce qui permet en réalité à l'air qui va entrer dans les poumons d'être en contact avec le sang sur des grandes surfaces, puisque le lieu de rencontre entre le sang et l'air pulmonaire, ce sont les vésicules pulmonaires. Donc ça permet en réalité au sang et l'air d'être en contact sur des grandes surfaces afin de faciliter les échanges. On dit les poumons sont enveloppés par une membrane appelée plèvre. Donc c'est une fine membrane qui enveloppe les poumons. Les poumons ne possèdent pas de muscles, donc ce n'est pas un corps musclé. Entre les vésicules se trouve du tissu conjonctif. Et nous avons là l'anatomie de l'appareil respiratoire. Si vous voyez de l'extérieur vers l'intérieur, on va distinguer les fosses nasales, les pharynx, la
trachée, artère, l'ésophage qui est en arrière-plan, c'est juste pour montrer l'emplacement de la trachée, artère, sinon l'ésophage ne fait pas partie des voies respiratoires. Vous avez les bronches. Vous avez là des bronches, une bronche pour le poumon droit et une bronche également pour les poumons gauche. Vous allez voir que les poumons sont subdivisés en des lobules. Vous avez des poumons droits qui ont des lobules, 3 lobules, 1, 2 et 3. Les poumons gauche, quant à lui, est formé de 2 lobules. Vous avez les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, les bronchioles, et vous avez la plèvre qui est une membrane qui enveloppe tous les poumons. Il faut dire que l'ensemble des poumons, si vous voulez, de l'appareil respiratoire, se repose plutôt sur les diaphragmes. Nous allons voir à présent la vascularisation des poumons. Les artères pulmonaires pénètrent dans les poumons par les îles. Les îles, c'est les points d'entrée des vaisseaux sanguins, comme les bronches, et se ramifient suivant ces dernières. Un réseau de capillaires entoure les vésicules, comme les artérioles, les vénules, suivent les bronches et les veines pulmonaires sortent au niveau de l'artère. Donc, si on récapitule, vous allez avoir des artères pulmonaires. Les artères pulmonaires, ce sont des vaisseaux sanguins qui vont apporter du sang au niveau des poumons, qui pénètrent dans les poumons et se subdivisent en artérioles. Vous avez les veines pulmonaires qui sont en réalité une ramification des vénules pulmonaires qui sortent également par les îles pour revenir au niveau du cœur. Il faut dire aussi qu'au niveau des poumons, le troisième type de vaisseaux sanguins qu'on va voir, en plus des artères, et des veines, il y a les capillaires pulmonaires qui permettent en réalité les échanges entre le sang et les poumons. Nous voyons à présent la physiologie de l'appareil respiratoire. Ici, on va distinguer surtout les mouvements respiratoires. Et en deuxième position, nous allons distinguer les capacités respiratoires. Quand est-ce parle-t-on de mouvements respiratoires? On parle de mouvements respiratoires, l'action qui aboutit à la pénétration et à la sortie de l'air des poumons. Donc on dit qu'un mouvement respiratoire comprend une inspiration, l'entrée de l'air dans les poumons, et une expiration, la sortie de l'air des poumons. Le rythme respiratoire est le nombre de mouvements respiratoires par unité de temps. Chez l'adulte, on compte environ 16 mouvements respiratoires par minute. Et on dit que ce rythme peut varier en fonction d'un certain nombre d'événements. Il y a l'âge, par exemple, et il y a même l'effort physique qui contribue à augmenter le rythme respiratoire. On va distinguer deux types de mouvements respiratoires. Il y a les mouvements respiratoires normaux et les mouvements respiratoires forcés. Quand est-ce parle-t-on de mouvement respiratoire normal? On dit qu'un mouvement respiratoire est normal lorsqu'il est purement réflexe. Ce n'est pas sous le contrôle de la volonté. Nous faisons ça de manière réflexe et cela participe à la fonction de nutrition. Ce sont comme on l'a si bien dit, la définition, ce sont des mouvements involontaires commandés par les bulbes rachidiens. Il s'agit de l'inspiration normale et de l'expiration normale. Lors d'une inspiration normale, la contraction des muscles respiratoires et du diaphragme entraîne l'augmentation du volume de la cage thoracique, suivi passivement de celui des poumons. L'inspiration normale est un mouvement actif. Un mouvement actif ici, ça veut dire que quoi? Ça nécessite la contraction des muscles respiratoires. Les muscles respiratoires, on va distinguer les muscles intercostaux entre les côtes, on va distinguer
le diaphragme. Donc tous ces éléments contribuent à faire entrer l'air. Donc on va parler de mouvements actifs parce que ça nécessite la contraction des muscles. Il y a ensuite l'expiration normale ou la sortie normale de l'air des poumons. Cela va se faire à travers le relâchement des muscles respiratoires et du diaphragme. Cela va entraîner une diminution du volume de la cage thoracique et pousser beaucoup d'air à sortir des poumons. On dit que c'est un phénomène purement passif parce que ça ne nécessite pas la contraction des muscles respiratoires, mais juste un relâchement de ces muscles. Et le deuxième type de mouvement que nous allons aborder, ce sont les mouvements respiratoires forcés. Ce sont des mouvements volontaires. C'est nous-mêmes qui décidons d'exercer un mouvement respiratoire forcé. Et donc, on va distinguer aussi les deux types de mouvements, l'entrée forcée de l'air ou l'inspiration forcée et la sortie forcée de l'air ou l'expiration forcée. Donc, l'inspiration forcée est assurée par une contraction maximale des muscles, surtout les muscles respiratoires. Cette contraction volontaire entraîne une augmentation maximale du volume de la cage thoracique et cela va entraîner une grande sortie de l'air des poumons. On dit que l'inspiration forcée ici est un phénomène actif parce que ça nécessite la contraction des muscles respiratoires, du diaphragme et même des muscles abdominaux qui participent pour faire entrer le maximum d'air dans les poumons. Il y a le deuxième type, l'expiration forcée. L'expiration forcée est assurée par la contraction volontaire des muscles respiratoires. L'expiration forcée est assurée par la contraction volontaire des muscles respiratoires et abdominaux. C'est un mouvement actif et il faut dire aussi que ce mouvement permet une grande sortie de l'air des poumons. Et si on se résume à cette partie, par rapport au mouvement respiratoire, on va distinguer deux types de mouvements respiratoires. Les mouvements respiratoires normaux et les mouvements respiratoires forcés. Les mouvements respiratoires normaux sont des mouvements purement réflexes qui n'est pas sous commande de la volonté, mais des bulbes rachidiens qui participent à la fonction de nutrition de manière réflexe. Et il y a dans ces mouvements volontaires, l'inspiration normale et l'expiration normale. Et en deuxième position, vous allez avoir les mouvements respiratoires forcés. Ça, ce sont des actes purement volontaires dont nous exerçons pour faire soit une inspiration forcée ou une expiration forcée. Et nous allons aborder, si cette partie est maîtrisée, le deuxième point plutôt, de la physiologie de la respiration, c'est ce qui les capacités respiratoires. Les capacités respiratoires ont été mesurées par un appareil appelé spiromètre. Donc si vous voulez, vous pouvez mesurer les capacités respiratoires à l'aide d'un appareil qu'on appelle le spiromètre. Et lors d'une inspiration ou une expiration normale, le volume d'air sollicité est de 0,5 litres. Donc, le premier volume respiratoire ou capacité respiratoire que nous allons noter, c'est l'air courant. L'air courant, si vous voulez, c'est le volume d'air qui pénètre dans les poumons ou qui sort des poumons au cours d'une respiration normale. Son volume est de 0,5 litres. Le deuxième volume que nous allons observer, ou la deuxième capacité que nous allons observer, c'est l'air complémentaire. L'air complémentaire, c'est lors d'une inspiration forcée, en plus de l'air courant, il entre dans les poumons 1,5 litre d'air. Donc, si vous voulez, le volume d'air complémentaire est de 1,5 litre. Donc, on observe l'air complémentaire au cours d'une inspiration forcée. Si nous réalisons une inspiration forcée, nous avons d'abord l'air courant de 0,5 plus l'air complémentaire qui fera 1,5 litre. Donc, une inspiration forcée, si vous voulez bien, comporte
vos 2 litres d'air, 1,50 pour l'air complémentaire et 0,5 litres pour l'air courant. Et le troisième volume ou capacité respiratoire que nous verrons, c'est l'air de réserve. Si nous réalisons une expiration forcée, il y a l'air courant qui sera rejeté, mais en plus de cet air courant, nous allons observer 1,5 litre d'air qui va sortir en plus de l'air courant, c'est l'air de réserve. Donc, au cours d'une expiration forcée, nous expulsons 2 litres d'air. Nous expulsons 2 litres d'air qui sont composés de l'air courant, 0,5 litres, et de l'air de réserve qui est 1,5 litres. Il y a l'air résiduel. L'air résiduel, c'est le volume d'air qui reste dans les poumons après une expiration forcée. Donc, après une expiration forcée, il reste toujours dans les poumons 1,5 litre d'air, c'est l'air résiduel. Et l'air courant, 0,5, l'air complémentaire, 1,5 et l'air de réserve, 1,5 vont constituer en réalité une autre capacité respiratoire qu'on va appeler la capacité vitale qui est de 3,5 litres. Si vous voulez, la capacité vitale, c'est l'air courant plus l'air complémentaire plus l'air de réserve qui fait 3,5 litres. Cette capacité vitale et l'air résiduel vont constituer la capacité pulmonaire totale qui est de 5 litres. Si nous nous résumons au niveau des capacités respiratoires, nous avons premièrement l'air courant qui vaut 0,5 litres. C'est le volume d'air qui pénètre dans les poumons au cours d'une respiration normale ou qui en ressort. En deuxième position, il y a l'air complémentaire. C'est le volume d'air qui pénètre dans les poumons. C'est le volume d'air qui pénètre dans les poumons au cours d'une inspiration forcée en plus de l'air courant. Il vaut 1,5 litres. Il y a l'air de réserve. C'est le volume d'air qui sort des poumons en plus de l'air courant au cours d'une expiration forcée. Il vaut 1,5 litres. On a la capacité vitale ou bien le volume d'air échangeable des poumons qui vaut 3,5 litres, qui est composé en réalité de l'air courant, de l'air complémentaire et de l'air de réserve. Enfin, on a l'air résiduel qui est le volume d'air qui reste dans les poumons, quelle que soit l'expiration forcée que nous allons faire. Et la capacité pulmonaire totale sera composée alors de l'air courant, plus l'air complémentaire, plus l'air de réserve, plus l'air résiduel, et cela fera 5 litres. Il faut rappeler que l'on mesure les volumes respiratoires à l'aide d'un appareil appelé les spiromètres. Et vous avez là un soufflet thoracique qui détermine en réalité les différents volumes. Si de l'air pénètre par ce soufflet-là, vous avez l'air résiduel 1,5 litre, l'air de réserve 1,5 litre, air courant 0,5 litre, l'air complémentaire qui est 1,5 litres. Nous avons fini par rapport à cette partie des capacités respiratoires. Si on se résume depuis le début par rapport à là, on a l'appareil respiratoire qui est composé des voies respiratoires et des 2 poumons. C'est à travers les voies respiratoires que l'air circule, pénètre et sort des poumons. Vous avez les 2 poumons qui sont subdivisés en lobes. Et il y a 3 lobes pour les poumons gauche et 2 lobes pour les poumons droit. Et chaque lobe est subdivisé en lobules pulmonaires, et les lobules pulmonaires sont eux-mêmes subdivisés en vésicules pulmonaires, qui est le lieu, qui les vésicules pulmonaires constituent les lieux d'échange entre le sang et l'air. Nous avons
également vu, et au niveau de la physiologie de la respiration, nous avons vu les mouvements respiratoires. Il y a les mouvements respiratoires normaux qui sont des actes réflexes et les mouvements respiratoires forcés ou des mouvements respiratoires anormaux qui sont des actes purement volontaires. Et nous avons vu également les capacités respiratoires qui sont des différents volumes de l'air qui pénètrent dans les poumons à travers différentes conditions, et ces volumes sont mesurables à l'aide du spiromètre. Je vous remercie.